La question des périphéries, finalement, c'est quasiment la majorité des nouveaux arrivants dans les villes qui vont s'installer dans cette périphérie. Donc la pression sera non pas sur les centres-villes ou sur la ville existante aujourd'hui, mais sur les territoires qui ne sont pas encore urbanisés, donc les territoires naturels autour des villes. Ça, c'est l'enjeu principal des périphéries. Ensuite, dernier enjeu, la mobilité généralisée, puisque on voit les statistiques aidant que les gens sont de plus en plus mobiles, bougent de plus en plus, doivent parcourir de plus en plus de distances, souvent dû aux effets mêmes de l'urbanisation. Plus la ville se diffuse, plus la ville s'étend, plus chaque habitant est amené à devoir parcourir, contre son gré la plupart du temps, des distances toujours plus grandes. Donc, partant de nos mutations urbaines, partons de nos grands enjeux, nous allons maintenant montrer 4 grands défis pour la ville africaine de demain. Un défi, le droit à la ville, le droit pour chacun d'avoir une place dans la ville. Second défi, la question climatique et environnementale. Troisième défi, la réduction des mobilités. Quatrième défi, repenser les nouvelles formes de démocratie. Voilà, c'est les 4 principaux défis pour la ville africaine de demain. Le droit à la ville, c'est la question du foncier, de l'accession au foncier, et la question, tout simplement, que va-t-on faire de ces milliers, millions de personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès au foncier sur un marché libre et qui sont finalement les produits du système économique qu'on a mis en place. Ça, c'est une question fondamentale. Que faire avec cette majorité des habitants des villes qui sont pauvres? Deuxième aspect lié au droit à la ville, la publicité de l'espace public, publicité dans le sens de public, et son corollaire qui est la privatisation de certains nombres d'espaces. On voit de plus en plus de gated communities, c'est-à-dire que des rues entières ne sont plus du domaine public, de l'espace public, avec cette notion noble de publicité qui permettait à tout le monde, ou qui permet à tout le monde de se déplacer librement. Et on est dans une situation où de plus en plus de territoires sont privatisés. Et ça, c'est un questionnement extrêmement important qu'il faudra prendre en compte dans notre planification, dans les cours suivants, où l'on va petit à petit apprendre à planifier, mais gardez bien à l'esprit qu'on a cette question du droit du sol. Que faire avec cette majorité des gens qui n'ont pas accès sur un marché foncier libre? Il faudra bien les mettre quelque part. Et puis, que faire avec cette tendance à la privatisation des espaces publics? Second défi, défi environnemental, qui est en fait un défi énergétique. Les pays, les sociétés peuvent partir dans 3 directions distinctes. La première, c'est lier la prospérité à l'augmentation de la quantité d'énergie utilisée ou utilisable par habitant. Plus je consomme d'énergie, plus je suis prospère. Seconde possibilité, c'est de transformer, d'avoir le plus haut rendement possible par habitant. Donc on fait en sorte qu'on utilise le mieux possible, avec un haut rendement, l'énergie pour chacun. Et troisième possibilité, troisième piste, c'est de réduire finalement la quantité d'énergie par habitant. Alors, ces choix dépendent des États, dépendent de certaines villes, mais dépendent de choix de société que l'on va faire. On sait aujourd'hui que si on continue à consommer de plus en plus, on va étendre notre empreinte écologique et qu'on aurait plutôt tendance à devoir diminuer la consommation d'énergie. Et ça, il faudra prendre en compte aussi, puisqu'on a d'un autre côté une ville qui se diffuse de plus en plus et qui demande notamment des mobilités de plus en plus grandes, donc une dépense énergétique par habitant toujours plus grande, alors que la durabilité nous imposerait plutôt de faire exactement le contraire. Voilà, de nos jours, les pauvres sont amenés à se déplacer de plus en plus souvent, de plus en plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher en périphérie des terrains bon marché, des terrains
qui sont les seuls qui peuvent éventuellement occuper ou éventuellement acheter, s'ils arrivent à atteindre ce prix minimum sur le marché foncier libre. Donc on va augmenter les déplacements de ces populations. Ce qui fait que la part de la mobilité dans, je dirais, la dépense globale de la famille va augmenter pour prendre une part extrêmement importante et arriver dans des situations où parfois les gens sont assignés à résidence puisqu'ils n'ont simplement plus les moyens de payer leur mobilité. Si je dois mettre le 99% de mon salaire dans le trajet qui me permet d'aller chercher mon salaire, eh bien, j'ai intérêt à rester à la maison et à ne rien faire. Alors c'est le cas extrême, bien sûr, mais on se trouve de plus en plus souvent dans ces questions-là. Et du coup, il y a un manque de justice sociale énorme, puisque finalement, ce sont les riches qui ont la possibilité d'aller toujours plus vite, pour qui la mobilité et les distances ne posent aucun souci, et ce sont les pauvres, les plus pauvres, qui, eux, souffrent de cette situation. Pour la petite anecdote, si on reprend Ivan Illich dans Énergie et équité, c'est pas la roue qui est l'invention principale, mais c'est le roulement à billes qui a permis l'invention de la bicyclette et qui a permis finalement qu'avec la force musculaire, on puisse avancer beaucoup plus rapidement. Donc ça a permis de faire de beaucoup plus grandes distances avec la même force musculaire que ce qu'on avait avant. Il faut avoir à l'esprit, quand on parle de réguler et de réduire les mobilités, que la mobilité aujourd'hui crée de la ségrégation. Potentiel de vitesse permettent aux riches d'aller de plus en plus loin, de plus en plus vite. La mobilité coûte cher en énergie, quel que soit le mode utilisé, à part la marche à pied et le vélo qui sont la force musculaire humaine, tout le reste fonctionne soit à l'électricité, soit au pétrole. Et il faut savoir également, avoir ça à l'esprit, que la mobilité crée de l'étalement urbain. Son corollaire, c'est que l'étalement urbain crée de la mobilité aussi. Donc on est dans un système qui s'auto-alimente, et si on veut réguler ou réduire ces mobilités, il faut agir sur ces questions d'étalement, sur ces questions énergétiques et sur la question de la ségrégation spatiale. Lorsque l'on parle de redéfinir les formes de démocratie, on parle bien sûr de participation, de processus participatif, de plus en plus à la mode dans l'ensemble des villes, même si on se rend compte aujourd'hui des grandes limites de ces processus. Il y a une grande différence entre demander un avis et prendre une décision tous ensemble. Ces processus participatifs posent un certain nombre de questions et de limites. La première, c'est la question de la démocratie participative versus une démocratie représentative. Qui sont ces gens qui ne sont pas élus et qui participent à ces processus? Ça, c'est une question qu'il faut avoir à l'esprit, puisque dans une démocratie, on élit un certain nombre de gens à qui l'on donne le pouvoir de nous représenter. Bien sûr, on est dans le cas d'école, le cas de figure théorique, mais la question de la participation pose ça. Qui sont ces gens qui sont invités dans les processus participatifs? Deuxième question, c'est la question de l'échelle. Est-ce que l'on peut utiliser les processus participatifs pour négocier, pour gérer, pour imaginer, planifier les très grandes infrastructures? Est-ce qu'il est possible de se mettre tous autour de la table pour imaginer les grandes autoroutes dans une ville? Est-ce que ça fait sens que l'on demande l'avis d'absolument tout le monde sur ces questions des grandes infrastructures? Troisième questionnement, c'est qu'on se rend compte que les gens ne réagissent que par rapport à leur situation. C'est le not in my backyard, le NIMBY, où on est d'accord, mais pas devant chez soi. Et finalement, ces processus participatifs sont une somme d'intérêts particuliers, mais on discute jamais ou très rarement de l'intérêt de tous, de l'intérêt public. Donc ces différents défis nous amènent à nous poser un certain nombre de questions. C'est quelle ville voulons-nous? Pour qui? Pour quels habitants? Quel rôle pour les élites dans ces villes? Prenons un exemple fictif. Dans une ville
qui aurait 20 ou 30 véhicules pour 1000 habitants, est-ce que je vais faire le même type de route ou d'autoroute que dans des villes qui ont 500 véhicules pour 1000 habitants? Lorsque je fais une route, qui est-ce que j'avantage? Quelle population? Est-ce que c'est pour tout le monde ou est-ce que c'est pour une infime partie, une élite qui a accès à ces infrastructures qui peut rouler beaucoup plus vite que les autres? Je ne mets pas de jugement de valeur, on doit simplement s'interroger pour qui on fait la ville. Est-ce que c'est pour le plus grand nombre ou est-ce que c'est pour un petit nombre? Donc, quelle ville on veut, quelle société on veut, quel rôle on alloue à tous ces habitants. Et ça revient à la question du droit à la ville, au défi premier dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait, comment on planifie une ville qui pourrait prendre en compte ces dizaines de millions de personnes à travers la planète qui n'ont pas accès au marché foncier parce que, simplement, que la plus petite des parcelles est déjà éminemment trop chère pour leur pouvoir économique. Je laisse la question en suspens, nous y reviendrons par la suite dans notre cours. Nous avons vu les enjeux, les défis, quelques questionnements. J'aimerais, pour terminer, introduire la question des niveaux de lecture de la ville. Lorsqu'on veut comprendre des phénomènes, il y a 3 niveaux de lecture différents. Le premier est le niveau formel et technique. C'est souvent le niveau de la planification physique, le niveau des réseaux. Second niveau, le niveau des pratiques sociales. Finalement, des habitants de la ville ont des pratiques qui définissent un certain nombre de comportements et on pourrait lire la ville et lire les espaces de la ville uniquement par rapport à ces pratiques sociales. Exemple ici d'une plage quelque part sur la côte atlantique. Enfin, troisième niveau, le niveau symbolique. On n'est plus sur des questions techniques, on n'est plus sur des questions de pratique sociale, on est sur des questions de représentation et d'image. Et c'est souvent le niveau qui est le moins utilisé, le niveau de lecture que l'on oublie un petit peu, mais qui est extrêmement important, c'est la position que l'on prend par rapport aux autres, mais une position symbolique. Voilà, alors l'idée est de s'interroger lorsque l'on cherche à planifier, non pas uniquement sur la question du réseau, elle n'est pas suffisante en soi, il faut encore voir quelles sont les pratiques que les gens vont faire de ce réseau, et quels sont les imaginaires et les représentations qui vont se développer autour de ces utilisations. Et c'est seulement une fois que l'on aura pris en compte ces 3 niveaux de lecture qu'on peut véritablement prendre en compte toute l'épaisseur de la problématique.